On est en direct évidemment sur Europe 1 et on avait besoin de votre expertise, Régis Le Sommier, pour essayer de décrypter ce qui se passe autour du dossier ukrainien, parce qu'on a eu cette séquence absolument incroyable. Vous vous rendez compte, le pape François, Gabriel Cluzel, ce qu'il a permis. Ce qu'il a permis, vous avez raison. Non mais c'est incroyable cette rencontre, non cette image, Olivier d'Artigol. L'image est très historique, elle restera. Historique. Après, il y a des grincheux qui disent oui, ça a été... c'est mise en scène, etc., etc. Mais en fait, mise en scène? Non, l'Église sert à ça aussi. Bah oui. Et puis c'est l'opportunité, et voilà, il y a besoin de discuter, et il reste cette image en effet. Une image incroyable, et maintenant, parce que tout bouge, les lignes bougent en permanence, Régis Le Sommier, visiblement Donald Trump est un peu dans le viseur, Vladimir Poutine maintenant. Alors est-ce que c'est peut-être cette rencontre dans ce lieu qui l'a, on va dire, fait réfléchir, je ne sais pas. En tout cas, il est clair que du côté de Kiev, ça a fait aussi bouger pas mal de choses. Vous savez, je lisais ce matin un éditorial dans le Kiev Post, qui est l'un des principaux journaux de la capitale ukrainienne, et c'était un homme politique ukrainien qui disait, vous savez, Donald Trump peut encore devenir le plus grand président de toute l'histoire des États-Unis. Et il explique pourquoi. Il dit, il peut dépasser Kennedy avec son Ich bin ein Berliner. Il peut dépasser Ronald Reagan avec faites tomber ce mur, monsieur Gorbatchev, tout simplement en venant à Kiev, en venant voir les Ukrainiens et en leur disant je suis de votre côté, je suis avec vous. Cet article est assez bien écrit. Alors c'est un petit peu, on va dire, peut-être que cette rencontre et cette photo a apporté beaucoup d'espoir. Maintenant, il devait y avoir une deuxième rencontre le même jour et finalement Donald Trump est reparti. Qu'est-ce qui s'est dit? On n'en sait rien, et on sait que jusqu'à présent, les 3 dernières interventions de Donald Trump avant cette photo n'était pas très très favorable vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Mais non, mais sauf que là, il dit Vladimir Poutine me balade, déjà. Alors, il le dit pas, il dit peut-être. Oui. Non, mais vous savez, Trump, c'est toujours la même chose. Me balade peut-être. Bon, d'accord, il balade quand même. Me balade peut-être, mais il n'empêche quand même qu'on avance dans cette histoire. Et je vais vous dire, au début, quand Trump disait, moi je veux faire la paix en 24 heures chrono, tout le monde disait, mais c'est pas possible, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Tout le monde le disait, mais non, il n'y arrivera pas, etc. Et puis en réalité, aujourd'hui, regardez, même cette idée de la paix, plus personne la remet en cause. Emmanuel Macron, Keir Starmer, les Européens veulent continuer à aider l'Ukraine, mais dans le cadre du processus de paix de Donald Trump. Alors vous me direz, il y a peut-être que Vladimir Poutine qui veut continuer la guerre, mais en réalité, Donald Trump, en fédérant tout le monde autour de cette notion de paix, qui, je rappelle, il y a 100 jours, parce qu'on va arriver aux 100 jours de Donald Trump, était pas du tout sur la table. Oh, il avait dit qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Oui, bien sûr. Mais l'administration Biden, pas du tout, et les Européens, pas du tout non plus. Donc on était dans l'idée, je rappelle ce que disait Emmanuel Macron, ce que disait Ursula von der Leyen à l'époque, c'était on donne aux Ukrainiens jusqu'à tout ce qu'ils ont besoin en fait finalement, jusqu'à ce qu'ils gagnent. On était dans l'idée de reconquérir les frontières de 1991. Tout ça a été là. Donald Trump est arrivé, mais c'est toujours la même chose. Il place le curseur extrêmement pour pouvoir négocier après. Voilà, il matraque avec des tweets rageurs, avec des déclarations intempestibles, et puis tout à coup, hop, il recule, ou il donne l'impression de reculer, mais remarquez qu'à chaque fois, il a toujours davantage que ce qu'il avait au début. Donc, quelque part, il fait monter les choses. Et je vous dis, cette notion de paix, aujourd'hui, cette notion de terminer la guerre, aujourd'hui, elle est inscrite, et sauf que les Ukrainiens veulent toujours pas donner la Crimée. Ils n'ont pas donné leur aval à l'accord de paix. La vraie question sur la Crimée, c'est la Crimée ne devrait même pas être discutée dans cette histoire. Ce qui se passe actuellement, les points où il y a des divergences et où les Russes essayent de jouer plusieurs cartes, c'est cette question de savoir si les 4 oblasts qui ont été conquis par les Russes vont être laissés aux Russes dans le cadre de ce qu'ils ont conquis ou dans le cadre administratif de ces oblasts, parce qu'en dehors de Lougansk, les 3 autres, les Russes en contrôlent, on va dire, les 2 tiers. Donc il faudrait que les Ukrainiens donnent encore plus de... C'est ce qu'ont demandé les Russes. Apparemment, ils ont évolué sur cette notion. Et tout ça est en train de... Voilà, il y a la question des centrales nucléaires aussi.
dont la fameuse centrale d'Energodar, qui reviendrait apparemment, suivant le plan de paix dévoilé par le Wall Street Journal, dans l'administration ukrainienne, mais une partie de l'électricité bénéficierait aux oblasts conquis par les Russes. Donc, au niveau de Kiev, il n'y a pas eu d'accord. Enfin bref, on est dans un voilà, il y a ce plan de paix. Bon, maintenant, la vraie question, c'est Poutine va-t-il... je pense que aujourd'hui, la question de Zelensky... Mais que veut vraiment Vladimir Poutine? Est-ce que vous le savez? Non, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. On s'approche à grands pas de la cérémonie du 9 mai. Qui est la date symbolique pour les Russes de la victoire sur le nazisme. Surtout les 80 ans de la fin de la guerre, et les 80 ans. Et dans l'entretien que vous avez mené avec l'ambassadeur en France de Russie, dans le JDD, j'ai été étonné par la tonalité très dure de l'ambassadeur, continuant à décrire le régime ukrainien comme un régime de nazis. Et on lui a dit non, vous pouvez pas dire ça. Non. Donc l'état d'esprit des Russes aujourd'hui à l'approche de cette date semble inflexible. Écoutez, à chaque fois, la question de justement, vous avez raison d'en parler, parce que c'est souvent le cas quand il y a eu la proposition du cessez-le-feu de 30 jours. Souvenez-vous, les Ukrainiens, ça a été l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, et puis 2 jours plus tard, accord sur les 30 jours. On se dit, Vladimir Poutine va refuser. Il envoie toujours des émissaires qui sont beaucoup plus durs pour ensuite montrer que lui pourrait faire évoluer les choses et qu'il n'y a que lui. Et ça avait été déjà le cas puisqu'il avait dit le cessez-le-feu. Oui, nous sommes d'accord, mais avec des nuances. Aujourd'hui, on est toujours dans ces nuances et c'est ces nuances-là dont on discute. Mais si vous voulez, à un moment ou à un autre, il a senti aussi qu'il fallait qu'il fasse un effort. Il a fait 24 heures de trêve. Oui, c'est pour Pâques. Pour Pâques. Non, mais c'est la première trêve depuis 3 ans. Hein, je précise quand même si elle a plus ou moins été respectée. Mais enfin, en tout cas, il y a eu une avancée sur la question des infrastructures électriques, encore que il y a quand même des frappes assez intempestibles et il y a encore beaucoup trop de morts, notamment à Kiev. On en est où? Parce qu'on a du mal à savoir aujourd'hui sur le terrain très exactement où on en est de la progression des Russes. Les Russes ont annoncé ce week-end ce qui pour eux représente une victoire, c'est-à-dire les Ukrainiens ne sont plus du tout sur l'oblast de Koursk. Donc toute l'empreinte territoriale que les Ukrainiens avaient conquis en Russie, qui leur permettait justement peut-être de négocier, etc., ils ne sont plus. Les Russes ont conquis ces territoires-là. Si vous voulez, ils ont pris aussi une partie de l'oblast de Soumy, qui est au nord, donc ils ont encore des positions en territoire ukrainien au nord. Dans le Donbass, eh bien, la situation est toujours extrêmement périlleuse pour les Ukrainiens, même si ils ont quand même, cette fois-ci, réussi à placer un certain nombre de lignes de défense. Ce qui, vous savez, jusqu'à présent, on leur avait reproché certaines lignes de défense, notamment quand les Russes avaient fait leur incursion au nord de Kharkov, eh bien, les lignes de défense qui avaient été payées à une entreprise, etc., mais on s'apercevait qu'elles ne s'étaient pas matérialisées. Il y a aussi beaucoup de corruption en Ukraine. Donc là, a priori, les Ukrainiens sont dans une position défensive, mais leur hantise, c'est que les Américains s'en aillent, parce que quand on parle, mais quand on parle, les Européens vont mettre le paquet, ils vont être vigilants, ils vont être là, etc., etc. En aucune manière, les Européens ne peuvent remplacer l'aide qu'actuellement les Américains donnent aux Ukrainiens. C'est-à-dire que sans le renseignement américain, sans les armes américaines, vous savez que pour le moment c'est gelé, mais jusqu'à l'été, on y est presque, l'Ukraine peut tenir au niveau armement. Après, c'est pour ça que Volodymyr Zelensky est obligé de rester dans la route de Donald Trump. C'est pour ça que même si Trump le sait, et Trump le sait aussi vis-à-vis de Poutine, on dit ah oui, il a donné absolument tout à Poutine. Non. S'il se retire, il donnera tout à Poutine. S'il se retire, si les États-Unis se retirent, ils peuvent donner la victoire à Poutine. Mais Poutine ne l'a pas encore. Et l'armée ukrainienne continue de tenir.
C'est ça la réalité. C'est-à-dire que tout peut bouger, peut-être Gabriel Cluzel. Oui, moi je voulais revenir à cette scène très frappante parce qu'il m'a semblé que c'était l'anti-rencontre de la dernière fois, si vous voulez, qui avait été extrêmement médiatisée, extrêmement dure. Tout le monde avait assisté en direct à une rencontre diplomatique qui aurait pu rester secrète. Là, c'était l'inverse. On avait l'impression qu'ils se confessaient. Je sais pas qui confessait l'autre, mais il semblait à confesse sous le regard derrière le tableau du baptême du Christ. Il y a un sacristain qui a essayé de s'introduire, c'était Emmanuel Macron, mais ça n'a pas beaucoup marché. Et alors certains disent qu'ils avaient rapproché un fauteuil. Je vais défendre l'autre thèse pour l'interprète et qu'ils l'ont retiré in extremis parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Bon, on ne sait pas si on saura exactement ce qu'il en est, mais néanmoins ils étaient l'un face à l'autre et comme vous dites, on ne sait pas ce qui s'est dit. C'est tout à fait l'inverse. Il y avait quand même une attitude de calme. Extrêmement calme et presque bienveillante. On n'était pas à la Maison Blanche. Le lieu s'y prêtait, mais tout s'y prêtait parce que si j'ose dire, même la messe, avec, je ne sais pas si vous avez suivi, avec le signe de la paix. Oui. Il y a Mélania qui est catholique, je pense de culture au moins, et qui dit à Donald creux de l'oreille. Elle n'avait pas son grand chapeau comme ça, elle a pu lui chuchoter à l'oreille. Elle avait une mantille, ce qui est d'usage. Et visiblement, elle lui dit attention, là il se passe un truc, faut que tu serres la main. Alors du coup, il tend la main. Donc c'est étonnant de voir. C'était une deuxième scène qui était Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, même nous, on était au bord on se disait, ça y est, on est au bord de la guerre mondiale, et on a l'impression que là, tout d'un coup, la tension est redescendue. Alors, dites-moi si je me trompe. Et deuxième point, dans les accords, il y a quand même si je m'en souviens bien, sur les métaux précieux. Ces métaux précieux, s'ils commencent à lancer l'exploitation de ces métaux précieux, les Américains, s'ils mettent des infrastructures, ils vont les protéger. Donc, de facto, ils lâcheront pas l'Ukraine, ils la laisseront pas à la merci de bombardements russes, non? Oui, c'est ce qui se dit. Maintenant, la question de la réalité, les métaux rares existent, ils sont là, mais les Russes, d'ailleurs, s'étaient empressés de dire, mais nous aussi, on en a de notre côté. Et comme on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords qui sont en cours entre les Russes et les Américains directement, même des choses qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine, je me suis laissé dire que Donald Trump avait évoqué l'hypothèse dans un de ses coups de fil avec Vladimir Poutine de construire une Trump Tower à Moscou. Non, donc, si. Et, sans blague. Si. Et donc voilà. On adore cette information, Régis Le Sommier. On est dans un, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas appelé Donald Trump ni Vladimir Poutine pour vérifier, mais si vous voulez, on est quand même dans une idée où le business est tout à fait en corrélation, suivant cette façon de faire que Donald Trump possède, c'est-à-dire de faire coïncider diplomatie et économie. Parce que c'est vraiment avec plus ou moins de succès. Pour le moment, il n'y a pas de succès. Si vous voulez, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez son négociateur. Moi, j'étais très très intéressé parce que quand effectivement le sommet de Londres, et vous avez raison, le sommet de Londres, les Américains ont décidé de ne pas y aller. Comment Marco Rubio s'est fait porter pâle et Steve Witkoff s'est fait porter pâle. Par contre, la réunion de Moscou a été maintenue. Donc les discussions américano-russes au-delà de l'Ukraine continue et ce Steve Witkoff d'ailleurs a quitté Moscou et ensuite est allé directement pour la négociation, est parti pour négocier avec les Iraniens. Donc vous voyez, c'est l'homme le plus occupé du monde. Régis Le Sommier, je parle même pas de la paix, le cessez-le-feu, juste le cessez-le-feu. Écoutez, moi je pense je ne veux pas m'avancer mais je pense qu'à un moment, on sent quand même, je sais, vous me direz, oui, il y a ces propos extrêmement durs, que vous preniez Piotr Tolstoï ou Dmitri Medvedev, à chaque fois vous avez une sorte, ou même Sergueï Shoïgu qui a commencé à parler de l'Ukraine comme ces vieilles terres appartenant à la Russie. Donc, si vous voulez, c'est pas des langages, c'est pas un langage, pour le moment, vraiment de conciliation, on n'est pas dans la négociation. Mais comme c'est Poutine qui dit tout et qui fait tout, in fine, il est possible. Et je pense que, quelque part, Poutine ne veut absolument pas, on va peut-être y arriver parce que je pense que Poutine a on va dire un deal historique avec Trump, le fait que les États-Unis et les Russes soient dans une discussion telle qu'on la voit actuellement est une aubaine absolue pour Poutine. Et donc Poutine ne voudra pas, je pense,
antagoniser Donald Trump, et à un moment, il va y avoir une chose qui va se passer. Et peut-être cela conduira-t-il à un cessez-le-feu, ce qui ne voudra pas forcément dire la paix, parce que, vous savez, les cessez-le-feu... Non, après, il faut du temps pour négocier, mais déjà, le cessez-le-feu, c'est une première étape. Tout est une manière de guider le contenu d'un cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que mardi, c'est les 100 jours de Donald Trump, est-ce qu'il va annoncer, il va donner une information. Il est obligé de montrer que ça avance, non ? Et lui aime bien le faire. Maintenant, je ne suis pas sûr que Donald Trump soit à ses 100 jours dans une situation absolument réjouissante. Tout ce qu'il a promis, rien ou très peu s'est concrétisé. Que ce soit tant à Gaza, sur le dossier du nucléaire iranien, sur la guerre en Ukraine, et même, on peut dire que sa politique de guerre tarifaire avec la Chine, pour le moment, a pris plutôt un avantage pour la Chine. Pour les autres, il y a un moratoire de 90 jours. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé et si il ira au bout de ses pratiques. Mais pour le moment, ça a plutôt perturbé les bourses mondiales. Ça fait perdre des fortunes à pas mal d'investisseurs, y compris des sympathisants de Même Donald si Trump. d'autres en ont gagné des fortunes dans ce On moment-là. l'a vu, et Donald Trump d'ailleurs, voilà, bien sûr. Mais il y a eu aussi beaucoup de chaos, et pour le moment on a du mal à voir dans ces 100 jours de Trump. On va vers la paix, on y va vers la paix. C'est pas en train de s'aggraver face à un homme. Il faut quand même le dire. C'est important. Je le répète, moi, on est face à un homme qui, en effet, a ce désir de paix. Je crois que on peut lui reprocher tout ce qu'on veut à Donald Trump, mais là-dessus, je pense qu'il est honnête, et à chaque fois, il revient sur les morts, il revient sur les centaines de morts tous les jours en Ukraine. Ce n'est pas quelqu'un Très certainement, Régis Le Sommier, voilà, mais pour une raison, c'est qu'il veut que ce second mandat présidentiel soit marqué par son affrontement avec la Chine, et il lui souhaite sa victoire sur la Chine. Donc tous les autres conflits qui peuvent exister aujourd'hui, il a envie de les évacuer pour se concentrer sur cet affrontement. Tout à fait, c'est vrai, mais surtout, il ne veut pas endosser la responsabilité de la défaite en Ukraine. Donc, il veut que ce soit la défaite de Biden. Si c'est pas assez rapide, il laissera les Européens la responsabilité de cette défaite. Parce que si il claque la porte, je vous dis, voilà, l'armée américaine se retire, l'aide de l'armée américaine à l'Ukraine se retire. Nous, on n'a pas les moyens actuellement. Mais nous, c'est quoi le rôle de la France d'ailleurs dans tout ça ? Écoutez, on a un rôle. On fait des propositions. On me dit Olivier D'Artigol, je me dis non, mais on peut faire des remontades, mais enfin, on peut pas. Non, mais on voit bien qu'on est limité, parce que même dans la perspective du réarmement de nos pays, décidé par... des années. Voilà, ça va prendre 5-10 ans. Actuellement, on est, nous, avec le budget qu'on a, de la défense, etc. On a déjà beaucoup aidé l'Ukraine. Maintenant, on va pouvoir continuer à le faire. Mais si vous voulez, il est absolument certain que si les Américains se retirent, eh bien, c'est d'une défaite dont nous aurons à nous occuper. Et c'est d'un pays en lambeaux. Il est déjà pas réjouissant actuellement les perspectives en Ukraine. Vous savez que Zelensky aussi est cornaqué aussi par des éléments beaucoup plus extrémistes derrière lui. Il a une extrême droite très très puissante qui s'il cède aussi, viendra lui demander des comptes. Actuellement, vous avez aussi pas mal d'appétits qui sont aiguisés. Vous avez l'ancien chef d'état-major, Valéry Zaloujny. Vous avez Kirilo Budanov, le chef du GUR, enfin des services de renseignement. Vous en avez plein d'autres, comme ça. Le maire de Klitschko aussi, le maire de Kiev. Enfin, voilà. Les concurrents sont là, prêts à prendre la place. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci infiniment. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci. On espère que ça va avancer. On a tous envie de paix, aux frontières de l'Europe. Cette guerre est abominable. Elle est abominable. Je l'ai couverte et mais je sais, vous êtes allé sur place. Je préférerais qu'elle n'existe pas et qu'elle s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Merci infiniment. Il est 20h30.